Dans cette vidéo, nous étudierons le fonctionnement du tableau périodique. Il est important de bien le comprendre puisque ce même tableau vous donnera beaucoup de réponses à l'examen. Il est à noter aussi que ce tableau vous sera fourni à l'examen, mais vous n'avez pas le droit d'amener le vôtre. Le tableau périodique nous fournit plusieurs informations sur l'atome. Le nom de l'atome, le symbole, le numéro atomique et la masse atomique. Étudions les particularités de ces nombres. Premièrement, il faut comprendre qu'un atome possède trois types de particules, le proton, l'électron et le neutron. Le proton, représenté en rouge dans le schéma, détermine la nature de l'atome. L'oxygène, par exemple, possède 8 protons. Aucun oxygène ne peut posséder un autre nombre de protons que 8. Et aucun atome ayant 8 protons ne peut être autre chose que de l'oxygène. Donc, c'est le nombre de protons qui détermine de quel élément on parle. Il a une masse d'une unité atomique et il est situé dans le noyau. L'électron, représenté en vert, détermine la réactivité chimique de l'atome. Si on prend par exemple le néon, la raison pourquoi il ne réagit pas, malgré le fait qu'il soit chauffé ou qu'il soit mis à n'importe quelle pression ou qu'il soit uni à n'importe quel atome, est déterminé par son nombre d'électrons. Il a une masse tout à fait négligeable et il gravite autour du noyau. Au niveau du neutron, il ne change pas la réactivité ni la nature de l'atome, mais il servira à garder le noyau stable. Deux atomes ayant des nombres de neutrons différents n'auront pas une différente nature ou une différente réactivité. On appellera ces deux atomes des isotopes. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Il a une masse de 1 unité atomique et il est situé dans le noyau avec les protons. Prenons l'exemple de l'oxygène. L'oxygène a un numéro atomique de 8, ce qui veut dire qu'il possède 8 protons et qu'il possède 8 électrons s'il n'est pas ionisé. Au niveau de son nombre de neutrons, il sera déterminé par le nombre de masses moins le numéro atomique. Le nombre de masses, donc le nombre d'éléments qui ont des masses non négligeables, sont évidemment les protons et les neutrons. Donc si on enlève le nombre de protons, il nous restera seulement que le nombre de neutrons. Évidemment, ce nombre de masses est obtenu avec la masse atomique que l'on arrondit à l'unité. Pour l'uranium, c'est la même chose. Il possède un numéro atomique de 92, donc 92 protons, 92 électrons, et son nombre de neutrons est déterminé par son nombre de masses moins son numéro atomique, donc 238 moins 92, ce qui donne un total de 146 neutrons. Vous remarquerez que pour les éléments plus légers, le nombre de neutrons correspond généralement au nombre de protons, mais comme on le voit pour l'uranium, ils sont très éloignés, 146 par rapport à 92. Donc, n'en faites pas une généralité. Étudions maintenant le tableau périodique comme tel. Dans l'examen, vous n'aurez pas les noms des atomes. Nous vous demandons de connaître les 20 premiers pour être à l'aise avec la nomenclature que nous verrons dans une autre vidéo. Lorsqu'il a bâti le tableau périodique, Dimitri Mendeleïev a commencé par mettre l'ensemble des éléments en ordre de masse, du plus léger au plus lourd. Pour faciliter l'explication, nous prendrons seulement les 20 éléments que vous devez connaître, donc les 20 premiers éléments. En les mettant en ordre, il s'est rendu compte que certains éléments possédaient les mêmes propriétés chimiques. Par exemple, si on prend le lithium, le sodium et le potassium, ce sont trois métaux réactifs dans l'eau, conducteurs, des métaux mous qu'il faut conserver dans l'huile pour ne pas qu'ils réagissent avec la vapeur d'eau. Donc, c'est des propriétés particulières. En regardant les éléments dont la masse était un petit peu supérieure, il s'est rendu compte que le beryllium, le magnésium et le calcium possédaient aussi des propriétés semblables les uns avec les autres. Ainsi de suite,
il a utilisé l'ensemble des éléments et s'est rendu compte qu'on pouvait les regrouper selon leurs propriétés chimiques. Par la suite, ce qu'il a simplement fait, c'est qu'il les a mis un par-dessus l'autre selon leurs propriétés chimiques. Vous remarquez que l'hydrogène est séparé des autres. Il a des propriétés qui lui sont particulières. Il forme son propre groupement. Mais pour les autres, il les a simplement mis en ligne selon leurs propriétés chimiques. Et ça a donné le tableau périodique. On remarque aussi certaines particularités au niveau du tableau périodique. Par exemple, si on fait ressortir les éléments qui sont radioactifs, on remarque qu'ils sont tous situés dans le bas du tableau périodique, dans les éléments les plus lourds. C'est pas anodin. En fait, si on prend l'ensemble des éléments qui sont les plus lourds, si on prend plusieurs protons et on les met tous ensemble, ce sont tous des charges positives, donc qui auront tendance à se repousser. Donc c'est plus difficile de garder le noyau ensemble. Donc les éléments radioactifs vont être constitués des éléments qui ont le plus de protons collés ensemble. On peut remarquer aussi que les éléments solides sont généralement situés à gauche du tableau périodique. Il n'y a que peu d'éléments liquides à la température de la pièce, et les gazeux sont situés généralement à droite. Les autres sont les éléments artificiels, donc des éléments qui sont synthétisés en laboratoire. On peut séparer le tableau périodique en trois principaux regroupements. Le premier, les métaux, possèdent certaines particularités. Ils ont un éclat métallique. Ils sont malléables et ductiles, autrement dit, nous pouvons en faire des feuilles, nous pouvons en faire des fils, nous pouvons les plier sans les briser. Et ce sont d'excellents conducteurs électriques et d'excellents conducteurs thermiques. Donc, ils conduisent bien l'électricité et ils conduisent bien la chaleur. Les non-métaux, c'est le contraire. Donc, ils ont des éclats non métalliques, des aspects généralement ternes. Ils sont non malléables, non ductiles. Nous ne pouvons pas en faire ni des fils ni des feuilles. Et ce sont des très mauvais conducteurs électriques et thermiques. On retrouve certains éléments entre les métaux et les non-métaux, qui possèdent des propriétés des métaux et des non-métaux. Le carbone, par exemple. On peut dire qu'il peut conduire l'électricité, mais il est non malléable et non ductile. Nous appellerons ces éléments les métalloïdes. Remarquez bien que la plupart des tableaux périodiques possèdent une ligne en escalier qui suit les métalloïdes. Donc, il vous indique environ où se situent ces atomes. Les deux dernières lignes du tableau périodique possèdent aussi des noms particuliers. On les appelle les lanthanides et les actinides. Ces deux séries d'atomes plutôt, sont situées dans la 6e et dans la 7e période. Donc, si vous voyez où c'est indiqué 57 à 71, c'est l'endroit où ils devraient être. Mais pour éviter que le tableau périodique soit trop large, nous les avons descendus en dessous du tableau périodique. Revenons sur les particules et leur rôle dans l'atome. Prenons par exemple le beryllium. On savait déjà qu'il y avait 4 protons, puisque le numéro atomique de l'atome est de 4. Et nous savions aussi que nous avions 4 électrons. Mais regardons comment ils sont situés. Nous remarquons que les 4 électrons sont situés sur 2 couches électroniques et que la dernière couche possède 2 électrons, ce qu'on appellera des électrons de valence. On sait aussi, par le numéro atomique et par la masse atomique, qu'il possède 5 neutrons. Portons l'attention à la disposition des électrons. Comme nous disions, le beryllium possède 2 couches électroniques. Il est situé sur la 2e ligne. Et il possède 2 électrons sur la dernière couche. Et il est situé dans la 2e colonne.
Vérifions si on peut faire une corrélation avec d'autres atomes. Prenons par exemple le potassium. Le potassium est situé sur la 4e ligne. Il possède 4 couches électroniques. On peut aussi dire qu'il est dans la première colonne et qu'il possède un seul électron de valence, ou un seul électron sur la dernière couche électronique. Pour l'oxygène, même chose. 2e ligne, 2 couches électroniques. Si on ignore les éléments de transition que l'on trouve entre le scandium et le zinc, il se trouve sur la 6e colonne, 6 électrons de valence, 6 électrons périphériques. On appelle famille chimique les différentes colonnes du tableau périodique. Vous remarquez que l'hydrogène ne fait pas partie de la première famille, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément que l'on considère à part. Chacune des familles chacun des éléments qui composent une famille possédera des caractéristiques chimiques semblables, donc des propriétés chimiques semblables. Les éléments de transition que vous voyez ici ne seront pas considérés dans le numéro des familles. Donc, tous ceux qui commencent par B, donc que la lettre en haut possède un B, s'appellent les éléments de transition. Nous le verrons dans d'autres cours. En ce qui concerne les familles importantes, on considère seulement les éléments qui ont la lettre A à la fin du nom de leur famille. Il y a 4 familles importantes. Les alcalins, les alcalinotéreux, les halogènes et les gaz nobles. Chacune de ces familles possède des caractéristiques importantes. Par exemple, les alcalins sont des métaux mous. Ils réagissent beaucoup avec l'eau. C'est la raison pourquoi il faut les garder dans l'huile, car ils réagiront même avec la vapeur d'eau présente dans l'air. Et ce sont évidemment d'excellents conducteurs, ce sont des métaux. Les alcalinotéreux sont semblables aux alcalins, mais un peu moins. Donc ce sont des métaux mous, mais un peu moins. Ils réagissent avec l'eau, mais un peu moins. Et ce sont d'excellents conducteurs, mais des moins bons conducteurs que les alcalins. Au niveau des halogènes, les halogènes plusieurs sont gazeux, quelques-uns sont solides, et ils sont corrosifs, toxiques et bactéricides, et excessivement réactifs. En ce qui concerne les gaz nobles, ils sont tous gazeux et ne réagissent pas avec personne. Donc, ils ne sont pas du tout réactifs. Au niveau des périodes, les périodes sont les lignes du tableau périodique. Remarquez, comme je vous ai dit tantôt, que la 6e et la 7e période se poursuivent avec les lanthanides et les actinides.